Donc moi, je suis originaire du Massif central, un petit village du Massif central, et rien ne me disposait à la montagne, puisque je ne suis pas d'une famille de montagnards. Et j'y suis venu assez tard, en fait, au cours de mes études. Un ami qui m'a proposé un jour, en ski de rando, de faire un sommet avec lui. Ça m'a tellement plu que je me suis dit, ça je veux le revivre, je veux le refaire. Et depuis, j'ai eu cesse de monter toujours d'autres montagnes, d'autres sommets, de plus en plus haut, de plus en plus loin, de plus en plus engagé, en tout cas pour me faire de plus en plus plaisir sur les montagnes. Et donc un jour j'ai eu l'opportunité d'exprimer vraiment cette passion, de la vivre pleinement, et j'ai décidé donc d'arrêter de démissionner de ma carrière chez PSA pour me consacrer pendant un an à la montagne. Donc j'ai organisé un tour du monde des points culminants, dont le but était de franchir le point culminant de chacun des pays dans lequel je mettrais le pied. Voilà, donc j'avais 20 pays et 5 îles à mon itinéraire que j'avais prévu sur mon parcours. Et j'ai réussi à peu près sur les 25, j'en ai réussi une vingtaine, plus une vingtaine d'autres que j'ai franchis au passage. Donc ce qui fait que pendant un an, pendant cette année sommétique, j'ai franchi 42 sommets. Gravi 42 sommets, 102 000 mètres de dénivelé. Voilà, ça fait un sommet tous les 8 jours pendant un an. C'était un rythme un peu frénétique, mais j'étais parti pour ça, j'avais envie de ça. Je m'étais consacré un an, je m'étais donné un an pour le faire et le vivre pleinement. Et puis j'en ai profité aussi pour rencontrer les gens, rencontrer des cultures et me rencontrer moi-même quelque part. Donc je me suis dit, mon fil rouge, ça sera les points culminants. Et chaque fois que j'irai dans un pays, eh bien je souhaiterais atteindre le point le plus haut de ce pays-là. Voilà, et donc ça a été mon idée était née. Il restait à la mettre en pratique, donc il a fallu à peu près un an pour être sûr de ce que je voulais faire. Et une fois que j'étais décidé à le faire, ça m'a pris 6 mois pour tout organiser, quitter mon travail, vendre ma maison, vendre la voiture, téléphone, tout ça, j'avais tout quitté. Mes amis, ma famille, pour partir. Ta copine? Et ma copine, bien sûr, ma petite amie que j'ai laissée, qui m'a attendu pendant un an. Voilà. Et tout aurait été pour le mieux, sauf que 48 heures avant mon départ, alors que tout était prêt, j'avais tout quitté, j'avais tout lâché, il ne me restait plus que mon sac à dos. J'avais posé mes affaires chez mes parents, donc j'avais vraiment plus rien, j'avais plus de chez moi, j'avais plus de boulot, j'avais plus de travail. Et là, on apprend que mon père est atteint d'un cancer. Et donc je partais le 14 juillet, le 12 juillet, on apprend cette nouvelle-là. Donc bien sûr, j'ai eu une grosse remise en question, une grosse culpabilité. Comment est-ce que je peux, alors que mes parents auront le plus besoin de moi pour faire face à la maladie, auront besoin de soutien dans cette épreuve, est-ce que moi je peux partir comme ça pendant un an et aller m'amuser autour du monde alors que c'est maintenant qu'ils ont besoin de moi? Et donc j'en ai pas mal parlé avec eux, bien sûr, avec ma mère, et elle m'a dit, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? T'as tout quitté, tout est prêt, t'as plus que tes billets d'avion en poche et ton sac à dos, t'es pas médecin, t'es pas infirmier, donc qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, parle, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de partir. Et donc j'ai décidé de maintenir mon voyage. Par contre, il n'était pas question que je parte sans rien faire, en les laissant seuls et en mettant de côté complètement cette maladie qui frappait mon papa. Donc j'ai décidé, et ça c'est venu au cours de mon voyage, alors que je n'étais pas parti du tout pour ça, j'ai décidé, donc la première des choses, de lui dédier chacun des sommets que j'atteindrais, en lui faisant parvenir donc les images, bien sûr, les photos, comme une bouffée d'oxygène à chaque fois. Sur son lit d'hôpital, il aurait, pendant sa convalescence, ces images qui viendraient alors que lui était privé de voyage. Moi, j'en regorgeais, donc je lui dédierais tout ça. Et puis, pour aller plus loin, je me suis dit aussi, ce voyage, c'est peut-être l'occasion finalement d'en faire quelque chose d'utile pour aider à lutter contre ces maladies que sont les cancers. Et j'ai mis en place un système de collecte de fonds que j'ai donné en partenariat donc, avec l'Association pour la recherche sur le cancer. Et ça consistait en fait à solliciter les gens de mon entourage pour qu'ils s'inscrivent, pour qu'ils s'engagent sur une petite somme, 1, 3, 5 euros, ce qu'ils voulaient, qui mettraient de côté, qui mettraient dans une espèce de cagnotte, et chaque fois que je réussirais un sommet, eh bien ils mettaient cette somme dans une cagnotte, et à la fin de mon tour du monde,
je récolte, l'idée était de récolter toutes ces petites sommes qui auraient été mises de côté. Et en multipliant les petites sommes par le nombre de personnes, donc 67 personnes ont adhéré à ce projet-là. Et avec les 42 sommets que j'ai gravis, ça m'a permis de récolter plus de 11 000 € qui ont été remis à l'Association pour la recherche sur le cancer. Donc moi je suis parti de Paris directement vers l'Est toujours, avec l'idée de revenir par l'Ouest. Et donc la France, Italie, Slovénie, Hongrie, via l'Europe centrale, l'Europe de l'Est jusqu'en Iran. Et de là j'ai pris mon premier avion jusqu'à Bangkok, en zappant volontairement l'Himalaya, puisque comme mon but était d'aller au point culminant, si je mettais le pied au Népal ou en Inde, il fallait que je monte à l'Everest, ou il fallait que je fasse des 8000, et c'était pas mon but, c'est quelque chose qu'on ne fait pas comme ça en passant, on ne s'amuse pas à faire un 8000 comme ça parce qu'il est sur notre route. Donc j'ai volontairement zappé l'Himalaya et je suis parti en Asie du Sud-Est, donc Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Australie jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et là à nouveau j'ai franchi le Pacifique en avion pour me retrouver à Santiago et remonter toute la cordillère des Andes jusqu'au Venezuela, en franchissant bien sûr les points culminants au passage. Alors mon premier sommet, je l'ai atteint en Slovénie, le Triglav, qui est un beau sommet de l'arc alpin, un beau sommet calcaire. Ça m'a permis de démarrer en douceur, c'était pas trop haut, dans les 2400 mètres. C'est pas trop compliqué. Et donc mon itinéraire, cet itinéraire-là, au départ de l'Europe, me permettait d'aller crescendo aussi dans les difficultés. Donc en attaquant assez tranquillement avec les sommets d'Europe, et puis en augmentant les difficultés dès l'arrivée en Turquie, avec le mont Ararat à plus de 5100 mètres, le Damavand en Iran à 5600, et après un passage dans les montagnes tropicales, où là c'est complètement autre chose, hein, on a à nouveau des conditions totalement différentes. Là c'est pas du tout la technique ni l'altitude qui sont problématiques, mais ce sont les conditions météo, la chaleur, la moiteur, les traversées de rivières, l'orientation, la progression dans la jungle, extrêmement difficile. Sur les 42 montagnes que j'ai franchies, il n'y en a aucune qui se ressemblait, quoi. C'est toujours des ascensions, mais la diversité qu'on peut avoir dans les sommets éparpillés comme ça autour du monde est absolument extraordinaire. Ah, je suis sous ma tente, il pleut à torrent, c'est une horreur. On est à 2000 mètres d'altitude, il fait 8 degrés. Bon, ça va. Nous sommes le 3 août, il est 16h30 et je viens d'atteindre le Moldaveanu, point culminant de la Roumanie, et troisième point culminant de cette année soviétique. On se disait avec ma famille, mes amis, voilà, pendant un an, tu vas pas être là. Et en fait, j'ai peut-être jamais été aussi présent auprès d'eux, je me suis peut-être jamais autant dévoilé, autant montré qu'à travers ce blog, qu'à travers ce voyage qui me permettait d'aborder des choses très intimes, très profondes, dues aussi à la maladie de mon papa qui continuait. Hein, il continuait lui à se battre contre la maladie pendant que j'enchaînais les sommets. Et ça nous a finalement rapprochés. Lui avait son combat à mener, avait ses chimios, avait ses traitements à faire, etc. Et moi, de mon côté, j'avais mes montagnes à monter, j'avais mon projet. Alors la grosse différence, c'est bien sûr que moi, je l'avais choisi. Moi, j'étais parti de mon plein gré pour faire ça, tandis que lui le subissait. Hein, ça, c'est quelque chose. Et puis lui, il n'avait aucun plaisir, n'en ressentait aucune satisfaction. Voilà, je suis au premier camp du Ararat à 3200 mètres. L'ambiance ici est assez géniale avec deux énormes groupes d'Iraniens. Donc voilà, les premiers qui sont là. Je cite des poèmes. Voilà l'Ararat juste derrière. Une autre réussite aussi différente sur le mont Ararat, parce que là j'ai eu l'occasion de monter avec un jeune local, un jeune kurde, qui vivait depuis 30 ans donc, au pied de cette montagne sans jamais avoir eu l'occasion de monter. C'était donc son rêve d'aller au sommet du mont Ararat, et mon ascension a été pour lui l'occasion de se joindre à moi et qu'on monte ensemble. Et je l'ai aidé, il n'avait pas du tout de connaissance de la montagne, il n'avait pas du tout de pratique alpine. Donc je l'ai aidé dans son ascension à gérer l'altitude, à gérer son effort, à gérer sa nourriture, à bien s'hydrater. Et on a atteint ensemble, tous les deux, le point culminant de son pays. Il était extrêmement fier et moi j'étais très content d'avoir pu, avec lui, partager cette ascension mythique du mont Ararat. Pour ce tour du monde, j'avais 18 kilos en fait au départ.
Donc j'avais absolument tout, tente, sac de couchage, matelas, réchaud et matériel de montagne. Avec ces 18 kilos, j'ai pu tout faire jusqu'aux Andes. Mais lorsque je suis arrivé au Chili, en Argentine, pour là commencer les ascensions des 6000, des sommets de plus de 6000 mètres, ma tente, mon sac de couchage n'étaient pas suffisants, mes chaussures de haute montagne aussi, mes chaussures de randonnée n'étaient pas suffisantes. Donc je me suis fait envoyer un colis, un paquet, dans lequel il y avait du matériel spécifique pour la haute montagne. Et là je suis passé donc à un peu plus de entre 22 et 23 kilos de matériel permanent sur moi. Et lorsque je mettais donc la nourriture, l'eau et un peu de matériel spécifique pour des ascensions, comme l'Aconcagua par exemple, qui est le point le plus élevé que j'ai atteint, là j'avais 32 kilos au départ de l'Aconcagua, à cause des 9 jours de nourriture et d'autonomie que je devais avoir en essence, en nourriture. Me voilà donc en haut du Kashgar, 3920 mètres, c'est absolument magnifique. Je vous fais un petit tour d'horizon, un petit panoramique. Voilà, c'est sauvage, c'est beau, c'est vraiment à couper le souffle. La beauté des paysages, il y a des lacs, il y a des glaciers. Voilà, sur 360, c'est très aride. C'est superbe. Le fait de monter seul en montagne, ça interpelle les gens, ça choque. Et souvent la première réaction, c'est de dire mais il est fou, il ne faut pas faire ça, c'est dangereux, ça ne se fait pas. Et c'est vrai, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Mais j'ai quand même, j'avais avant de partir une bonne expérience de la montagne. Je ne me suis pas engagé dans un tour du monde comme ça sans avoir bonne connaissance et de la montagne et de moi-même. Donc je savais à peu près ce que j'étais capable de faire et dans quelles conditions j'étais capable de le faire. Donc malgré tout, j'ai rencontré quelques réactions parfois hostiles, souvent surprises. Au début, inquiètes, et puis après je les rassurais sur mes capacités à monter et le fait que je ne souhaitais pas faire n'importe quoi et pas monter à n'importe quel prix non plus. Je ne souhaitais absolument pas mettre ma vie en jeu. Malgré tout, il y a certaines personnes qui ne l'acceptaient pas et qui, me voyant monter seul, m'appelaient The Crazy Frenchman, le fou français, étaient persuadés que j'arriverais jamais en haut, que c'était délirant ce que je comptais faire. Et puis lorsqu'ils voyaient que je gérais finalement bien mon ascension, que je ne faisais pas n'importe quoi, que j'arrivais en haut dans des temps raisonnables et que je redescendais vivant en bas, changeaient finalement d'avis à mon sujet et la preuve, attendait la preuve par la montagne en fait, la preuve par le résultat. Tant que le résultat n'était pas là, ne me croyez pas, et puis après changer d'avis à mon égard. Ce qui est fantastique, c'est qu'on a beau aller dans les coins les plus reculés, les montagnes qu'on pense les plus inaccessibles, on trouve quasiment systématiquement quelqu'un, soit un local qui vit dans ces coins-là, dans ces coins perdus. Et là, la rencontre est souvent extraordinaire parce que ces gens-là sont très heureux de rencontrer des gens dans des coins où ils n'en voient pas beaucoup. Ou alors d'autres alpinistes, d'autres andinistes qui sont là aussi et puis avec qui on partage une partie de l'ascension ou l'ascension complète, voire des fois on peut prolonger ces rencontres lorsque ça se passe bien. En fait, de façon surprenante, je suis parti seul donc autour du monde, mais j'ai quasiment jamais été seul et on fait vraiment des rencontres extraordinaires. Voilà, je suis au sommet du Damavand, 5671 mètres. Et là, ce qu'on voit, ce sont les solfatares qui crachent des sulfures. Le Damavand est un volcan encore assez actif. Voilà, il fait très très beau. Les conditions sont superbes. J'ai découvert au cours de ce tour du monde un autre type de montagne, hormis la très haute altitude et les montagnes de type alpin qu'on peut connaître en France. J'ai découvert la montagne tropicale. Donc là, c'est quelque chose de complètement différent de ce qu'on peut connaître sous nos latitudes. La difficulté, elle est
pas souvent techniques, ce n'est pas des sommets très techniques, ce n'est pas l'altitude. Ce sont des sommets qui sont dans les 2-3 000 mètres, que ce soit en Indonésie ou en Malaisie. La difficulté, elle provient de la progression de la jungle, du climat, la moiteur, la chaleur, le transport, donc la difficulté d'accès avec la longueur des marches d'approche, parfois une dizaine de jours. Les moustiques, la végétation qui pique, les rivières en crue à traverser, se frayer des passages au coupe-coupe, s'orienter dans la jungle, c'est quelque chose quand on ne connaît pas. Trouver une piste, suivre une piste, un layon au sein d'une jungle, d'une forêt primaire, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Là, notamment en Malaisie, pour atteindre le Gunung Tahan, qui est situé en plein cœur de la forêt primaire malaise, heureusement que j'étais avec un habitant de la forêt, un local, parce que nous, quand on n'a pas une grande expérience de la jungle, c'est impossible de reconnaître un petit trait de machette sur un arbre d'un trait qui aurait été fait par la chute par un animal ou autre chose. Une brindille orientée dans une direction, nous on ne la voit pas. Eux, les guides locaux, ils le savent et disent « Ah ben tiens, regarde, là il y a un signe ». Nous, on ne voit qu'une brindille et eux, ils savent que c'est le signe que, attention, la piste va tourner et il faut se réorienter. Donc heureusement que j'étais là accompagné sur ce type d'ascension-là parce que je ne serais jamais arrivé en haut, j'aurais jamais pu trouver mon chemin en fait. Le problème c'est ça, c'est de se frayer le chemin jusqu'au pied de la montagne. Après, une fois qu'on est au pied de l'arête et qu'on voit le chemin devient plus évident, l'ascension en elle-même est plus simple, mais accéder au pied des montagnes tropicales, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Me voilà au sommet du Gunung Tahan, le plus haut point de Malaisie. J'en ai vraiment bavé dans la jungle pendant 3 jours et demi. Mais ça y est, je suis en haut. Voilà, vous voyez ici. Et puis un petit tour d'horizon. Alors, il y a du soleil, pour une fois. C'est la première fois en 3 jours là qu'on voit le soleil. Et donc, c'est vert partout. Donc là, c'est à peu près dégagé parce qu'on est en haut. Mais en bas, c'est vraiment la jungle. Alors mon premier gros échec, c'est en Nouvelle-Zélande, le mont Cook, qui était un des sommets les plus techniques que je devais faire lors de ce tour du monde. J'avais volontairement choisi des pays dans lesquels les sommets se faisaient facilement en solo, sans mettre ma vie en jeu. Mais en Nouvelle-Zélande, là, le mont Cook, celui-là, je ne souhaitais pas le faire seul, donc j'avais absolument besoin d'un guide. Et lorsque je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, un guide et sa cliente venaient de se tuer. Tout le monde était redescendu, ça avait foutu un coup au moral à tout le monde. Plus personne ne souhaitait m'accompagner là-haut et j'ai attendu 5 jours. Au bout de 5 jours, je ne trouvais personne pour monter. Et donc, comme de toute façon, c'était pas bon, les conditions étaient mauvaises, j'ai renoncé. C'est le premier sommet auquel j'ai renoncé, le premier point culminant que j'ai pas atteint. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était la bonne chose de savoir s'arrêter, de savoir dire stop. Et ça ne m'a pas influencé sur ma motivation pour les autres sommets après derrière. C'est pas parce que j'en avais raté un que j'avais plus envie d'atteindre les autres, bien au contraire. Je vous refais un petit panorama des Andes chiliennes où on vient de monter Cerro Mulas Muertas à 5700. Et où j'en ai chié. Me voici en haut de l'Ojos del Salado, plus haut volcan du monde, 6893 mètres. C'est dur mais qu'est-ce que ça vaut le coup. Superbe. Vue d'en haut de l'Ojos del Salado. Voilà ce que ça donne. Le Chili. Et à l'est l'Argentine. Conditions superbes. C'est dur mais qu'est-ce que c'est beau. Donc moi, la partie dans laquelle je suis le plus à l'aise, c'est la haute altitude, dans des passages pas trop techniques, donc de l'alpinisme, voilà, de l'alpinisme en D, DTD, mais pas au-delà, je ne vais pas au-delà de ça. Surtout en solo, donc là en solo, j'allais même pas, j'avais volontairement choisi des sommets qui soient
complètement faisable en solo, ou sinon comme le Mont Cook par exemple, ou d'autres sommets au Pérou. Là je cherchais un guide, je cherchais une personne avec qui partir sur les sommets qui techniquement n'étaient pas faisables en solo. Mais j'avais privilégié les sommets faciles techniquement, donc des courses F, des courses faciles qui me permettaient, avec le matériel que j'avais, avec les dispositions que j'avais, de monter en sécurité maximum. Voici à l'intérieur du cratère du volcan Licancabur, à quasiment 6000 mètres d'altitude en Bolivie. Et comme vous pouvez le voir, le fond du cratère est rempli d'un très très beau lac gelé. Voilà. Et tout autour de nous, enfin de moi parce que je suis un peu tout seul, Aurélia et Pedro sont restés là-haut, et bien les parois du cratère. Voilà, c'est magnifique. Alors j'ose pas marcher sur la glace parce que ça serait un peu con. Quel crack, magnifique. Il y a des fois où je me suis senti un peu perdu, ou voilà, à me poser la question, mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert tout ce que tu fais? Bon, bah, c'est des coups durs, c'est des coups un peu au moral. C'est normal sur la durée, sur un an comme ça, d'avoir des hauts et des bas. Ce qui est rassurant, c'est que finalement ça ne durait pas, et puis après les petites baisses de morale, bah, ça revenait, je laissais un peu de temps. J'allais dans les villes, j'allais voir autre chose, je rencontrais les gens, je rechargeais les batteries, comme on dit, en faisant des choses sympas, en visitant les pays, en rencontrant des cultures. Et puis très rapidement, l'envie de remonter en montagne me reprenait. Et puis ben, je préparais mon sommet suivant et je remontais dans les montagnes. Alors il m'est arrivé de faire demi-tour, de ne pas aller au sommet parce que j'avais plus envie, j'avais plus le moral. Les conditions étaient bonnes, j'avais la forme, j'avais ce qu'il fallait, mais dans ma tête j'étais fatigué mentalement, j'étais plus à 100% tourné vers l'objectif. Et quand on est sur des sommets qui dépassent les 6000 mètres, quand on n'est pas à 100% tourné vers le sommet, tourné vers l'objectif, même si le corps a les capacités, c'est la tête qui commande. Et puis il m'est arrivé de faire demi-tour, de redescendre parce que tout simplement j'y voyais plus d'intérêt. J'étais fatigué. Me voici sur le Carré Huayrazo en Équateur à 4700 mètres. Je me suis abrité derrière un rocher parce que les conditions sont vraiment dégueulasses. On voit rien, il fait froid, il fait gris partout. Voilà. Donc je vais arrêter là. Donc il fallait absolument que je fasse extrêmement attention, que je redouble de prudence, étant donné que j'étais seul, donc je n'avais pas moyen d'être encordé ou d'être suivi. Je ne pouvais pas recourir à l'assistance de mes compagnons de cordée dans les conditions où je montais. Donc je redoublais de vigilance sur les autres paramètres de la montagne, ce qui ne m'a pas empêché de temps en temps de me mettre dans des situations dangereuses où ça aurait pu mal tourner. J'essayais bien sûr volontairement de ne pas me mettre dans ces situations-là, mais malheureusement on fait tous des erreurs où on a toujours des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Et il m'est arrivé notamment en Géorgie, au Kazbegi, je me suis retrouvé en plein milieu de la nuit, complètement seul sur un glacier crevassé, au milieu d'un système de crevasses à peine bouché par des minuscules ponts de neige qui les rendaient totalement invisibles. Et là j'ai vraiment eu très peur, j'ai vraiment passé de sales moments à essayer, à sonder chaque pas avant de mettre le pied sur la neige pour savoir si ça allait résister ou si je pouvais me trouver au-dessus d'un pont de neige qui aurait craqué sous mes pas. Et là, comme j'étais totalement seul dans un endroit, je m'étais éloigné de la trace. Après, les difficultés, donc, elles sont liées essentiellement à l'altitude. Lorsque j'ai attaqué les sommets des Andes, là, c'est l'acclimatation. Lorsqu'on va au-delà de... Je sais que le mal des montagnes me prend systématiquement à partir de 5003, 5002, 5003. Là, il faut vraiment que je commence à surveiller les signaux et à entrer dans la phase d'acclimatation, à prendre le temps. Le secret, c'est ça, hein, c'est ne pas se précipiter, c'est prendre le temps de s'acclimater, donner à l'organisme le temps dont il a besoin pour faire les globules rouges et s'habituer au manque de pression dû à l'altitude. Regardez et écoutez les avalanches.
sur la face ouest du Sahara. Et voilà pourquoi en montagne il faut partir le matin, même si là il fait très beau l'après-midi. Les thermes boliviens au pied du Sahara, c'est quand même vachement sympa, même si par rapport aux thermes romains, bah, il manque un petit peu la techno de Mylène Farmer. Voilà, avec en fond le Sahara. Je tenais pendant mon voyage un journal de bord sans savoir ce que j'en ferais vraiment au retour, si ça avait une valeur quelconque. Mais mes amis, mon entourage, après avoir vécu cette aventure, m'ont dit il faut absolument que tu le racontes, ce que tu as vécu pendant un an, il faut que tu en parles, il faut que tu fasses connaître ça aux gens. Et donc avec mes articles de blog, avec mon journal de bord, avec toutes les photos que j'avais pu faire, je me suis attelé à écrire ça et en faire un récit qui est paru en fin d'année dernière, en fin 2010, qui s'appelle Au sommet du monde et qui retrace l'essentiel de cette année autour du monde, à gravir des sommets, à gravir les points culminants autour de la planète. Ce livre est vendu me permet aussi de prolonger l'action pour la recherche sur le cancer, puisque une partie des bénéfices de la vente du livre est dédiée va dans les caisses de l'ARC, est dédié à l'ARC et me permet de prolonger cette action contre le cancer. Me voici au sommet du Huayna Potosí, 6100 mètres, les conditions sont excellentes. C'est un super petit sommet avec très peu de place en haut parce qu'on est sur une belle arête de neige. Voilà. Donc le sommet est là, et derrière là c'est le vide. Donc voilà, il faut pas trop s'approcher. Et puis voilà la voie d'accès par où on est monté. Voilà, avec au loin superbe mer de nuages. Et voilà, 8e fois que je passe au-delà des 6000 mètres et là c'est vraiment super condition. Alors parmi tous ces sommets, il y en a bien sûr qui se sont mieux passés que d'autres. Je pense notamment au Chimborazo, qui est le point culminant de l'équateur, un volcan qui culmine à 6310 mètres, où là je l'ai réalisé dans des conditions absolument parfaites. C'était la première fois de l'année que le sommet se faisait. Donc j'ai ouvert le sommet pour l'année, c'était un challenge. Il a fait mauvais pendant 2 jours. Donc j'ai patienté pendant 2 jours au refuge où tout le monde était redescendu en disant bah non ça passera pas. Moi j'avais le temps. L'avantage quand on voyage au long terme comme ça, à long cours, c'est qu'on a le temps. Donc moi je suis resté seul au refuge et puis j'ai attendu. J'ai dit bah, je vais quand même essayer, je vais voir comment c'est demain matin. Et lorsque j'ai finalement décidé de partir, les conditions étaient absolument excellentes et je me suis retrouvé complètement seul, sur un sommet encore vierge de l'année, dans des conditions absolument parfaites, un soleil magnifique, pas de vent, pas de froid. Et là, c'était une de mes plus belles réussites de me retrouver au point culminant de ce magnifique volcan, dans ces conditions-là. Ça a été une belle réussite. Voilà, j'arrive au sommet du Chimborazo et en ce moment, je suis l'homme le plus éloigné du centre de la Terre, 6310 mètres au niveau de l'équateur. Il y a beaucoup de neige, très fatigant de faire la trace, mais c'est super beau. Un petit tour d'horizon du haut du Chimborazo. Il est 7 h du matin, les conditions sont superbes. Et regardez, la brume arrive. Voilà. Il faut vite redescendre avant d'être dans le brouillard depuis le point le plus éloigné du centre de la Terre. Le rituel de la popora.
¿Qué haces, chamaco? Estoy foforeando aquí con el hijo de mi compadre Cibatá. Bueno, Solo foforeando aquí, yo soy hijo de Cibatá. ¿les gusta Popora? Claro. Mon voyage, je l'ai terminé en France, je l'ai commencé en France et je suis revenu en France, donc j'ai terminé. Mon dernier point culminant était le Mont Blanc, le point culminant de France, que j'ai gravi avec mon ami Aurélien, qui m'avait rejoint une fois en Thaïlande, une fois au Chili, et que j'ai retrouvé donc en France pour gravir ensemble ce dernier point culminant. Et ça s'est bien passé, on a eu la chance d'avoir un bon créneau. On est arrivé ensemble au sommet de ce 42e sommet franchi pendant un an avec l'ascension du Mont Blanc. Alors le retour en France après un an comme ça autour du monde, finalement c'est plus facile que ce qu'on pensait. Moi je suis rentré dans des conditions idéales puisque mon ami Aurélia m'attendait. J'avais un appartement, j'avais ma famille qui était toujours là. Donc je suis rentré en plus en plein mois de juillet, donc c'est assez facile. Il fait beau, c'est les vacances, c'était des conditions idéales pour revenir. Et comme je me suis tout de suite attelé à mon projet d'écriture de livres, j'étais dans cette dynamique-là, j'ai prolongé mon voyage, donc ça n'a pas été une grosse rupture. L'écriture du bouquin m'a aussi permis de revenir en douceur, de réintégrer notre civilisation et notre société en douceur. Voilà. Mon papa, lui, s'est battu pendant 3 ans après mon retour. Il a continué à se battre contre la maladie et malheureusement il n'a pas gagné ce combat-là. Il a décroché au mois de janvier cette année, il a lâché prise et il nous a quittés au mois de janvier après s'être battu vraiment longtemps pendant 3 ans. La maladie l'a emporté, mais il s'est battu jusqu'au bout. Je n'ai pas été complètement transformé par ce voyage. Par contre, ça m'a conforté dans plein d'idées, dans plein d'idées que j'avais avant de partir, notamment sur l'état de notre planète, sur les dérives de notre système de consommation, sur tout ce que ça peut entraîner dans les pays du Sud ou chez les autres en termes de surconsommation, en termes de tourisme de masse, appropriation de la montagne, comment un terrain de jeu devient un objet de consommation pour uniquement faire de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué sur certains des points culminants où on exige des permis d'ascension qui sont absolument hors de prix. On exige de partir avec des guides qui ne sont pas formés, qui n'apportent rien, qui sont uniquement là pour profiter d'une manne financière apportée par la montagne finalement. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup gêné. Et puis les catastrophes environnementales en termes de perte de biodiversité, destruction des habitats naturels, changement climatique. Bon, il faut un peu plus de temps pour s'en rendre compte. Lorsqu'on est de passage comme ça, c'est un petit peu plus difficile. On en voit des traces quand même. Les modifications des glaciers, que ce soit dans les Andes, que ce soit en Nouvelle-Zélande, que ce soit en Turquie, c'est quelque chose de flagrant. Voilà, on se rend compte de tout un tas de choses comme ça. Et je suis rentré conforté dans tout un tas d'idées de ce type-là qui me permettent aujourd'hui d'affirmer avec beaucoup plus de réalité des choses que j'ai vues finalement pendant ce tour du monde. Moumout était ma mascotte, un petit mammouth en peluche qui m'avait été remis par une amie chinoise juste avant mon départ, que j'emmenais avec moi et j'ai pris des photos de Moumout sur tous les sommets et dans les monuments, dans des endroits les plus insolites que je trouvais. Moumout était mon petit compagnon. Il m'a suivi donc du premier au dernier sommet et aujourd'hui il a pris sa retraite, il est sur une étagère chez moi, il trône en belle place dans mon salon et je le laisse tranquille, il a terminé son rôle de mascotte. J'ai plus forcément envie de partir très loin. Au contraire, ce qui me plaît plus maintenant, c'est de relocaliser aussi mes vacances, mon tourisme. Et une chose que je souhaiterais faire maintenant, c'est partir par exemple pour un long voyage en vélo, à partir d'ici, de mon pas de porte, prendre mon vélo et partir depuis Paris et m'en aller vers les pays de l'Est peut-être, l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est, des choses comme ça, plus locales.
Après avoir fait tous ces kilomètres et fait le tour du monde, on se rend compte que à nos portes, en bas de chez nous, il y a des choses magnifiques aussi à faire. Il n'y a pas besoin d'aller tellement loin pour trouver des montagnes extraordinaires ou vivre des aventures tout à fait sympas. Donc n'ayons absolument pas honte, soyons très très fiers des montagnes qu'on a au pied de à nos portes, parce qu'elles sont magnifiques et il y a vraiment de quoi s'éclater dans ces massifs-là.